Si je rappelle tout ça, Monsieur le Président, c'est pour dire à mes frères et sœurs ivoiriens que vous avez une toute particulière responsabilité. Cela est dans l'ADN de votre pays. La Côte d'Ivoire doit demeurer un havre de paix. Elle est déjà la locomotive économique de la CEDEAO. Vivement et fraternellement que je sois entendu. Les invités, mesdames et messieurs, je voudrais, avant tout propos, et en votre nom, exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Thiemoko Miele Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous fait le grand honneur de présider personnellement l'ouverture de cette retraite de haut niveau des représentants et envoyés spéciaux de l'Union africaine. Ce geste fort témoigne avec éloquence, de la haute attention que les autorités ivoiriennes portent à l'agenda africain. Agenda dont le champion n'est autre que son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à qui je voudrais adresser la reconnaissance et les vifs remerciements de l'Union africaine et les miens propres. Nous sommes donc ravis d'être à Abidjan aujourd'hui pour apprendre de votre expérience, de votre sagesse et de votre sens du leadership dans une Côte d'Ivoire qui a émergé de son conflit pour devenir un modèle de résilience et de redressement. En effet, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-président, nous avons appris, et je l'ai vécu moi-même, il est dans l'ADN de la Côte d'Ivoire d'être une terre de solidarité, de fraternité et d'hospitalité, chose que j'ai vécue moi-même il y a 43 ans. Je venais pour la première fois en février 1981 à Abidjan, en venant de l'est du Tchad sans avoir vu la capitale du Tchad, N'Djamena. J'ai transité par le Darfour et le Kordofan pour aller à Khartoum, pays qui est actuellement à feu et à sang. J'ai pris un avion pour arriver à Kano, quelques jours après les premières manifestations de la secte intégriste Maïtessina, qui est certainement l'ancêtre de Boko Haram, avant d'arriver à Abidjan. J'avais moins de 21 ans. Donc j'étais mineur parce que la majorité en son temps était à 21 ans. J'ai vécu dans ces pays 6 mois avant de repartir au Tchad et préparer mon baccalauréat à N'Djamena en 1981. J'étais venu, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, sans passeport. Je suis rentré dans ces pays avec une carte d'identité scolaire. C'est dire, il y a 43 ans, la libre circulation des biens et des personnes existait. Il est fort étonnant. Il est fort surprenant que maintenant le protocole que nous avons signé dans ce sens au niveau de l'Union africaine n'ait pas requis les ratifications nécessaires pour entrer en vigueur alors que nous avons lancé la zone de libre-échange continentale. Quelle contradiction! Cela mérite d'être vu. Si je rappelle tout ça, Monsieur le Président, c'est pour dire à mes frères et sœurs ivoiriens que vous avez une toute particulière responsabilité. Cela est dans l'ADN de votre pays. La Côte d'Ivoire doit demeurer un havre de paix. Elle est déjà la locomotive économique de la CEDEAO. Vivement et fraternellement que je sois entendu. La tenue de notre retraite en Côte d'Ivoire, pays central à tous égards de l'Afrique de l'Ouest, dont la communauté économique régionale, la CEDEAO, traverse une phase difficile, nous invite à capitaliser sur l'une des vertus phares de ces pays, à savoir le dialogue, pilier de toute diplomatie et de toute médiation. Je voudrais profiter de l'occasion pour exprimer la solidarité de l'Union africaine aux populations du Mali,
du Burkina Faso et du Niger, en proie à la barbarie des groupes terroristes et autres extrémistes violents. Vivement que ces pays regagnent la famille ouest-africaine, regagnent la CEDEAO et par voie de conséquence l'Union africaine. Tout le monde le sait. L'Afrique continue d'être confrontée à des défis anciens et émergents, conjoncturels et structurels, portés par des facteurs endogènes et exogènes qui ne cessent de rivaliser dans leur prégnance. Lorsque j'ai fait une rétrospection de mon mandat depuis 2017, je constate que si nous avons réalisé des avancées significatives en matière de diplomatie et de médiation, nous restons loin d'avoir vaincu les monstres de nos défis ancrés et tenaces. Les conflits au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, les Grands Lacs, en Afrique du Nord et ailleurs, continuent de se complexifier, de traîner en longueur et d'ouvrir de nouvelles opportunités d'ingérence extérieure dans les affaires africaines. Les défis de confiance, les déficits de confiance entre les parties en conflit est le premier obstacle qui se dresse sur notre chemin. Les conflits sont souvent alimentés par la pauvreté, les inégalités, les injustices, l'exclusion et la marginalisation. Si nous sommes confrontés à des défis internes, des pressions externes viennent également compliquer nos efforts. Les rivalités géopolitiques, les interventions extérieures et les appétits économiques extérieurs au continent continuent d'irriguer les conflits africains. Cependant, nous devons faire valoir des solutions africaines à ces défis. Soyons les principaux artisans dans la construction de la paix sur notre continent. À quelques mois de la présidentielle de 2025, la tension monte en Côte d'Ivoire. La disqualification de plusieurs figures majeures, dont Tidjane Siem pour double nationalité et l'ex-président Laurent Gbagbo pour casier judiciaire, choque l'opinion. Ces exclusions ravivent les vieux clivages identitaires et politiques. Le message de Moussa Faki, ancien président de la Commission de l'Union africaine, appelant à des élections inclusives, prend tout son sens. La paix passe par l'inclusion, pas par l'exclusion, et certainement pas par le refus du dialogue. Je veux bien comprendre ce qu'on appelle par dialogue politique et pourquoi. On a eu un dernier dialogue politique. Qui a permis de passer en revue toutes les préoccupations. Une des conclusions de ce dialogue politique a été de dire que nous sommes désormais un État de droit, où toutes les institutions sont installées et où elles fonctionnent. Et la recommandation de ce dernier dialogue politique a été de dire que tous les problèmes qui relèvent d'une institution doivent leur être posés. Tant que nous étions dans une forme de, transition où toutes les institutions n'étaient pas installées, on pouvait comprendre qu'il était important que tous les acteurs s'asseyent ensemble pour voir comment apporter des solutions. Mais le constat a été fait que toutes les institutions sont installées et qu'elles fonctionnent. Maintenant, il faut s'adresser à ces institutions. C'est cela la consolidation de l'état de droit. Donc, pour ce qui est en tout cas de l'appel de l'opposition, bon, on la note, mais qui commence par poser les préoccupations qu'ils veulent poser aux institutions dont ces préoccupations-là dépendent. Et si peut-être il n'y avait pas de solution, en ce moment-là, ils pourraient envisager cet appel. Mais pour l'heure, les institutions sont là. Si c'est des problèmes qui relèvent de la justice, ben, qui s'adressent à la justice. Si c'est des problèmes qui se relèvent donc de l'Assemblée nationale, qui s'adressent, donc je dis du Parlement, qui s'adresse au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Si c'est des problèmes qui relèvent de la gestion de l'administration du territoire, ils peuvent s'adresser. Si ce sont des problèmes constitutionnels, eh bien voilà, là aussi, donc la Cour constitutionnelle existe. Non, toutes les institutions fonctionnent. Il faut qu'on apprenne à faire fonctionner nos institutions.